je suis venu vous parler, c'est bien le thème que vous m'avez proposé et je le ferai volontiers, de l'énergie solaire, mais je ne vais pas vous parler que d'énergie solaire en introduction, pour situer les choses dans leur contexte. L'énergie solaire est le levier de développement qu'elle peut constituer, pour, en l'occurrence pour le Maroc, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle autre économie. Donc l'énergie solaire, et avant de, là aussi pour compléter l'exercice de parler de mon parcours, là aussi c'est presque par hasard, puisque au moment où j'ai été nommé et désigné pour prendre cette responsabilité, je ne pouvais avancer aucune prétention quant à mes capacités ou à mes connaissances dans le domaine de l'énergie. Mais j'ai tout de suite compris une chose, c'est que ce qui était recherché, ce n'est pas d'être un expert en énergie, mais d'être capable d'intégrer ce challenge dans des objectifs globaux et dans une stratégie globale en lien avec ce dont notre économie et notre pays a besoin pour les années à venir. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire en introduction. De manière générale, avant de revenir au secteur dans notre pays, d'abord l'énergie. L'énergie est aujourd'hui un secteur essentiel et déterminant pour juger du développement et des capacités de développement d'un pays ou d'une nation. La vie moderne se mesure par l'énergie qui est mobilisée pour tel ou tel pays, à tel point qu'il y a une forte corrélation entre le niveau de développement et la consommation en énergie dans un pays. Et cela constitue un défi pour l'ensemble des nations. Vous avez, et ce n'est pas une surprise, là où l'énergie, vous avez la plus forte demande en énergie, c'est dans les zones économiques les plus développées ou qui connaissent le développement le plus élevé. À horizon 2020, par exemple, 60% ou plus de 60% de la demande énergétique va émaner des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie, en particulier de la Chine. Et ce n'est pas étonnant. Avec toutefois des réalités différentes, vous avez une demande énergétique aux États-Unis qui va stagner, et une demande européenne qui pourra décliner, et par contre une demande asiatique qui va continuer à évoluer à des taux extrêmement élevés, en Chine notamment, mais aussi sur les autres pays d'Asie, tels que l'Inde et les autres pays voisins. Et un peu plus tard, la situation va être encore plus tendue. Alors cela pose des défis importants au niveau énergétique, puisque satisfaire cette demande en énergie à travers les énergies conventionnelles va s'avérer extrêmement difficile, à la fois au regard des conditions économiques, le prix du baril et des différentes sources d'énergie fossile, leur volatilité. Nous constatons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui cette réalité, et aussi au regard du défi que ces énergies fossiles posent sur le plan environnemental, qui devient un vrai sujet pour l'avenir même de la planète, mais plutôt pas de la planète, mais de l'humanité, puisque la planète n'a pas de problème. Si, par contre, l'humanité et la vie sur la planète peuvent avoir des difficultés. Donc la préoccupation environnementale doit désormais être sérieusement prise en compte. Elle a commencé, mais on n'a pas encore atteint le régime de croisière quant à la prise en compte de cette problématique. Et cette problématique environnementale, pour faire le lien avec l'énergie, elle est notamment due aux émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'il faut savoir, c'est la production d'énergie à travers des sources fossiles est le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qui se fait dans le domaine de la production d'énergie est intimement
lié et est en relation directe avec les conséquences environnementales. Vient après la production d'énergie, il y a le transport, il y a l'industrie, il y a le bâtiment. Mais la particularité au niveau de l'énergie, c'est qu'on peut, à travers des politiques sérieuses et des politiques volontaristes, produire des effets sur cette problématique d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'un certain nombre de pays commencent à faire, ou vouloir faire, mais c'est ce que le Maroc a décidé de faire, a commencé à faire et a commencé à concrétiser. Et c'est là où je vais passer à parler de ce qui se passe au Maroc. Donc pour toutes les raisons que je viens de rappeler, l'importance de l'énergie pour le développement économique, la sensibilité à la dimension environnementale, le Maroc a fait des choix en 2009. D'abord, en termes de développement économique, le Maroc connaît depuis 2000-2001 une croissance économique intéressante. Il y a encore des marges de progression intéressantes, aux alentours de 5 à 5,5% sur une bonne partie de cette période. Une croissance économique de ce niveau-là est accompagnée par une croissance de la demande électrique de l'ordre de 7 à 8%. Cette croissance se traduit par la nécessité d'augmenter les capacités énergétiques du pays de manière importante. Très exactement, à les doubler tous les 10 ans. Donc entre 2010 et 2020, par exemple, le Maroc doit être capable de doubler ses capacités énergétiques sur la base de ce niveau de taux de croissance. Il doit refaire le même exercice entre 2020 et 2030. Ce qui veut dire que le Maroc est appelé entre 2010 et 2030 à multiplier par 4 ses capacités énergétiques. Dans un contexte ou dans une situation que vous connaissez tous, où le Maroc dépend quasi exclusivement de l'extérieur pour satisfaire ses besoins énergétiques. Donc il importe quasiment l'ensemble de ses besoins. Et quand on est appelé à augmenter de manière aussi significative ses capacités énergétiques, il est important de se soucier de cette dépendance et de vouloir l'atténuer et même de la réduire de manière significative. Surtout que nous sommes rentrés malgré le fait qu'aujourd'hui le baril est à un niveau en baisse par rapport à ce qu'il était il y a quelques mois. Ce n'est pas une situation durable. Le baril, et tous les experts vous le diront, est rentré dans une phase de pétrole cher pratiquement toujours. Et en tout état de cause, nous n'avons pas ce pétrole, nous n'avons pas de gaz de manière qui nous permettrait de tenir à nos discours. Et pour permettre à nos secteurs économiques, surtout à un moment où le pays s'est doté de visions sectorielles, je ne sais pas si vous avez déjà reçu des personnes qui vous en ont parlé, une vision touristique, une vision agricole, une vision halieutique, une vision industrielle, une vision d'infrastructure, une vision pour développer le secteur de l'habitat. Tout ceci sans énergie, ce n'est que du rêve. Même chose pour la logistique. Donc tous ces secteurs ont un certain nombre de conditions, toutes ces visions ont un certain nombre de conditions pour réussir. Parmi ces conditions, on trouve un dénominateur commun, c'est la disponibilité de l'énergie, et la disponibilité de l'énergie dans des conditions compétitives. Nos entreprises doivent disposer de l'énergie dans des conditions compétitives par rapport aux entreprises des autres pays, des pays concurrents. Les citoyens, et notamment les ménages à faible et à revenu moyen, doivent aussi accéder à l'énergie dans des conditions supportables et soutenables. Alors tout ceci imposait à notre pays de réagir par rapport à cette situation et de se définir une stratégie prospective. C'est la première fois qu'au Maroc,
fallait décliner une vision d'avenir pour le secteur énergétique. Depuis l'indépendance à 2008, nous n'avons fait que courir derrière la réalité pour rattraper les retards et faire face à des investissements de rattrapage sans vision cohérente et prospective. Donc notre pays à ce niveau-là a décidé de prendre son destin en main et pour répondre à toutes ces problématiques, y compris la problématique environnementale, il a été jugé nécessaire, indispensable et en même temps opportun, et je vais dire pourquoi opportun, d'inclure dans la stratégie énergétique future une part significative allouée aux énergies renouvelables sur la base des ressources dont dispose le pays, des ressources renouvelables dont dispose le pays. Et en particulier, l'éolien, l'hydraulique et le solaire. Je dis opportun parce que la plupart de ces énergies renouvelables sur ces trois secteurs ont connu des progressions, des améliorations au cours des dernières années et qu'elles disposent encore d'un potentiel d'innovation qui permettrait à ces énergies d'améliorer leur compétitivité dans l'avenir face aux énergies fossiles. Donc le Maroc a jugé que c'était le bon moment et les faits vont nous démontrer qu'effectivement c'était le bon moment. Donc une stratégie partagée par l'ensemble des acteurs de notre société, dans la mesure où ce que je suis en train de vous dire a fait l'objet d'un consensus, de lois votées à l'unanimité au Parlement, d'un dispositif institutionnel qui aujourd'hui est en place et qui essaye de réaliser et de concrétiser ces visions. Sur la base d'un certain nombre d'atouts que nous avons, par exemple pour le solaire, je rappelle les atouts dont nous disposons et qui sont nécessaires et suffisants pour tenir notre ambition. Nous avons d'abord un ensoleillement abondant et de qualité et parmi les meilleurs au monde. Nous avons une disponibilité de foncier dans les régions ensoleillées qui fait que ce n'est pas une contrainte insurmontable. Nous avons ce cadre institutionnel et législatif et combien même il faille encore l'améliorer, il n'y a a priori aucune difficulté à pouvoir le faire. Le Maroc, puisqu'il s'agit dans le cadre de ce qui est prévu de réaliser de grands projets, a déjà démontré sa capacité à concevoir et réaliser des grands projets. Sa capacité aussi à mettre en avant des ressources humaines nationales capables de concevoir et de réaliser ces grands projets et de les gérer. Donc, sur l'ensemble de ces facteurs, il a été... Nous avons dit qu'à partir de là, à partir du moment où on a une vision, à partir du moment où on a une stratégie, la meilleure façon après de procéder, c'est de passer à l'action au plus vite et avec l'ambition d'atteindre les meilleurs résultats. Pour réaliser ce que nous appelons désormais le plan solaire marocain et qui a été baptisé par la suite, qui porte un nom, c'est Noor, qui est connu aujourd'hui à travers le monde par l'appellation de Noor, qui est un plan intégré. Certes, il est centré sur la production d'électricité, mais qui vise comme autre objectif de profiter de cette dynamique, de ce plan, pour produire des effets positifs sur le tissu industriel national, qui est de qualité, mais qui peut encore améliorer et créer de nouvelles opportunités dans le cadre de cette dynamique. Profiter aussi pour mettre le doigt dans la dynamique d'innovation et de recherche qui va continuer dans ce secteur, en mobilisant à la fois les ressources académiques et industrielles nationales qui peuvent jouer dans cette dynamique. Alors, pour porter ce plan, nous avons créé Mazen
en 2010, début 2010. Elle va fêter dans quelques semaines ses 5 années d'existence. Mais juste au moment de sa création, voire même un petit peu avant, nous avons initié le premier projet. En tout cas, les démarches pour réaliser le premier projet. Dans une des régions sur laquelle nous avions le plus de données et qui était qualifiée pour abriter ce type de projet, Ouarzazate, qui dispose de l'ensoleillement d'un des ensoleillements les meilleurs au monde, qui dispose des autres conditions pour abriter ce genre de projet, qui sont les infrastructures et notamment la proximité du réseau électrique, la proximité de ressources hydriques, puisque l'eau est aussi nécessaire pour ce type de projet. En fonction des technologies utilisées, la quantité d'eau est plus ou moins importante. La disponibilité des infrastructures routières pour pouvoir accéder aux sites de projet et évidemment la disponibilité de foncier de qualité pour ce type de projet. Et la chance que nous avions, c'est que nous avons trouvé du foncier en surface suffisante, importante. Nous avons mobilisé 3000 hectares pour ce premier complexe de Ouarzazate. Pour vous donner une idée, 3000 hectares, c'est la superficie de la ville de Rabat. Donc c'est plusieurs fois Ouarzazate. Et la chance, c'est que, évidemment, notre volonté, c'est de ne pas faire de concurrence aux autres secteurs économiques. Donc ce terrain qui avait été identifié n'avait aucune autre utilisation, ni agricole, ni urbanistique, ni industrielle. La qualité du sol était juste parfaite pour faire ce genre de projet. Il était difficile d'y envisager des activités agricoles, par exemple, ou urbaines ou autres. Sur ces 3000 hectares, il a été envisagé de réaliser 500 MW. C'est le quart de l'objectif à réaliser à horizon 2020. Et pour vous donner une idée, 500 MW, c'est ce qui permettrait de servir entre 800 000 et 1 million d'habitants pendant toute l'année. Alors sur ces 500 MW, après, je vais vous faire l'économie de tous les processus, de toutes les études préalables sur le plan technique, sur le plan sismique, sur le plan hydrique, sur le plan de la disponibilité, sur le plan environnemental. En tout cas, toutes les études nécessaires pour attester de la faisabilité de ces projets et qui permettent de mobiliser les autres partenaires, et il en faut beaucoup. C'est une caractéristique de ces grands projets. Il faut beaucoup de partenaires, des partenaires techniques, des partenaires au niveau des différentes administrations au niveau national, des partenaires financiers et évidemment des partenaires pour ensuite développer les projets et les gérer. À travers un apport d'expertise, à travers aussi une participation à la gestion des risques liés à ces projets. 500 MW dans le domaine du solaire, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Aujourd'hui, il n'y a presque aucune technologie qui permet de faire 500 MW d'un coup. Donc, nous avons procédé à sa réalisation par phase. Réalisation par phase qui était au même temps l'occasion de mieux connaître certains aspects de ces projets, puisque, et je vais vous ouvrir une parenthèse, nous avons décidé, dans le cadre de ce que nous devions faire, de ne copier aucun pays, de ne copier personne. Mais de commencer par d'abord dire de quoi on a besoin, de poser la question de quoi le Maroc a besoin, de quel type de projet il a besoin, et ensuite, quel type de réponse pour ses besoins. Et le fait de poser la question correctement, c'est déjà la moitié du problème, vous le savez très bien dans tous les domaines. Nous avons consacré beaucoup de temps à cette première, c'est de quoi on a besoin. Et pour savoir de quoi on a besoin, on n'allait pas pouvoir répondre tout seul dans notre coin. Nous avons passé beaucoup de temps avec l'ONE, à qui cette électricité est destinée. Et lui-même, il va la revendre à ses clients, entreprises, ménages. Et donc c'est lui qui a cette connaissance des besoins
la connaissance de la courbe de consommation et surtout l'évolution de ses besoins dans le temps. Et donc il était important de répondre à cette question, de poser cette question dans les termes qu'il faut avec les spécialistes de l'ONE, qui allait devenir le cahier des charges que nous devions respecter. Et cette question, évidemment, nous n'allions pouvoir la trouver dans aucun autre pays, puisque notre réalité est différente par définition de la réalité de chacun des autres pays. Donc très modestement, nous avons décidé de fermer les yeux aux expériences des autres pays. Surtout qu'aujourd'hui, il y a très peu d'expériences probantes. Il y a beaucoup de projets solaires qui ont été développés à travers le monde. Mais le projet solaire et le renouvelable de manière générale n'a d'intérêt que s'il répond à une problématique très précise. Et ça va être le défi dans les années à venir. C'est de réserver le renouvelable à des besoins clairement définis et très précis. Donc c'est dans le cadre d'une démarche de ce type que nous avons arrêté les caractéristiques du projet à réaliser, notamment sa taille, sa première phase. Il est aujourd'hui de 160 MW, mais au début, nous ne savions pas de quelle taille elle devait être. Sa taille a été une réponse à qu'est-ce qui est possible de faire. Dans le cas de ce premier projet, il s'est écrit, même si je ne vois pas bien de loin, il y a un stockage de 3 heures. Parce que il y a plusieurs technologies dans le domaine des solaires. Il y a les technologies qui génèrent de l'électricité qui doit être injectée dans le réseau et consommée au moment où elle est. Mais dans le cas de la situation du Maroc, il y a beaucoup de pays dans cette situation, nous avons beaucoup de défis à relever pendant la période que nous appelons la pointe. C'est-à-dire là où tout le monde est en train de consommer, soit en regardant la télé, soit les usines qui tournent encore, soit l'éclairage public qui commence à fonctionner, c'est au moment du coucher du soleil. Plus exactement, la période de Maghreb ou l'Isha. C'est une période de pic. Après l'Isha, c'est un pic qui pose de gros défis d'investissement aux gestionnaires des réseaux électriques. Donc il était très important de tenir compte de cette réalité et de lui apporter aussi une réponse. Donc stocker de l'énergie, dans la mesure où c'était possible, était absolument nécessaire pour que cet investissement produise une utilité optimale. Nous avons envisagé 3 heures dans le cadre de cette première phase. Ça a été aussi pour nous l'occasion de tester ce stockage et de tester son coût pour les projets à venir. Et puis, c'est à partir de là que nous avons défini le type de technologie. Quand on dit la taille, quand on dit le stockage, on dit la taille, ensuite on arrête le type de technologie. Il y en a un certain nombre qui sont possibles, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est à travers ça qu'on a défini le cahier des charges et le cadre dans lequel nous avons fait appel au marché à des candidats qui devaient nous accompagner pour réaliser ce premier projet et le gérer à nos côtés. Et aussi, c'est sur la base de ce cahier des charges que nous avons fait appel à des partenaires financiers qui étaient intéressés à nous accompagner, avec comme priorité d'aller chercher des partenaires financiers qui étaient capables de nous apporter des financements les moins chers, puisqu'il s'agit de projets de très long terme. Et donc l'impact du coût du financement sur le coût du projet à la fin, sur le coût du kilowattheure, est essentiel. Donc là, vous avez quelques logos de partenaires financiers qui ont accepté, qui nous ont accompagnés, qui nous ont fourni des financements quasi imbattables par rapport à ce qui se mobilise aussi bien dans notre pays qu'à l'extérieur. Pour ce premier projet, je pense que nous avions mobilisé quelque chose comme $1 milliard dans des conditions financières meilleures que ce que mobilise le Trésor marocain. Mais l'État a joué un rôle, bien évidemment. C'est aussi la crédibilité du Maroc qui est reconnue à travers ces résultats. Ce premier projet, cette première phase, a démarré sa construction depuis juin 2013.
Aujourd'hui, elle est dans sa phase finale. Sa mise en exploitation est prévue cette année, dans quelques mois. Nous avons aujourd'hui un site qui est méconnaissable par rapport au terrain d'origine. Cette première phase, c'est 460 hectares, complètement couvert de miroirs, avec une activité assez impressionnante qui est dans la chair de poule. Il y a aujourd'hui 1800 personnes qui travaillent sur le site. Et sur ces 1800 personnes, la majeure partie est originaire de Ouarzazate et de la commune où est basé le projet. Donc il y avait une très grande attention à porter à l'impact de ces projets sur l'environnement local. Il y a aussi, et c'est l'un des aspects que je pense doit être pris en compte par tout type de projets qui ont cette caractéristique de grande taille. C'est aussi de rechercher des effets d'entraînement sur l'économie locale et sur l'activité sociale. Donc à travers ce projet, nous avons réservé une partie de nos actions à voir comment améliorer le quotidien des riverains du projet, des droits qui entourent le projet. C'est ainsi qu'un certain nombre d'actions et d'investissements ont été faits en faveur de ces populations. Je donne deux types d'investissements. Nous avons trouvé dans les douars qui sont autour du projet des douars enclavés. Et quand nous avons réalisé les routes, nous avons prolongé des routes pour désenclaver l'ensemble des douars autour du projet. Également des douars qui n'avaient pas d'eau potable. Et comme pour faire ce projet, il a fallu de très gros investissements pour amener l'eau, à la fois industrielle et eau potable, nous avons également réalisé avec l'ONEP des investissements pour ces douars, qui vont pouvoir bénéficier de l'eau potable à partir de là. Et nous avons mené des actions en direction des populations sur le plan de la santé, avec des caravanes de santé, en ciblant en particulier des maladies fréquentes, les yeux, les dents, à la fois pour les enfants mais aussi pour les personnes âgées. Quelques formations pour améliorer l'employabilité des jeunes de ces communes. Et puis une action, deux autres actions, évidemment ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner la nature des actions qui sont deux actions, une en faveur des toutes petites entreprises dans le bassin et dans le bassin du projet, et certains travaux du projet ont été réservés en priorité à ces entreprises. Et puis, nous avons regardé avec d'autres partenaires comment aider ou accompagner certains secteurs qu'il est possible de développer à côté de projets solaires. Là, nous avons mené des études avec des partenaires sur quelques types d'agriculture qui peuvent se développer en tenant compte de la problématique de l'eau qui existe, en tenant compte de la nature des sols, et ainsi de suite. Donc c'est des dynamiques qui sont engagées et auxquelles nous avons invité certains de nos partenaires, notamment ceux qui travaillent avec nous sur ce projet, aussi à y prendre part et à participer à ces financements. Puisque ce projet a un caractère intégré, il devait le prouver de manière concrète sur l'ensemble des... Vous me rappelez qu'il faut parler de l'industrie, qui est l'autre aspect sur lequel il fallait agir de manière volontariste, pour que ces projets soient l'occasion de faire émerger de nouvelles opportunités en faveur de notre tissu industriel national. Mais toute la problématique, c'est de le faire pour que tout ceci se fasse dans un cadre compétitif. C'est comment amener nos entreprises. Nous savons qu'il y a un potentiel, donc ça c'est la théorie, mais comment transformer cette théorie au niveau pratique. Alors il n'y a pas de secret, mais il faut d'abord se parler, permettre à nos entreprises
de connaître l'ensemble des détails de ce que ce plan comportait. D'abord pour éliminer l'ensemble tout ce qui peut relever du mythe et montrer aux entreprises de manière concrète que quand on parle du solaire, ce n'est pas des choses inaccessibles. Techniquement parlant, il y a des choses qui sont à la portée de nos entreprises. Il fallait leur parler et leur décrire en quoi consistaient ces projets, technologie par technologie. C'est quelque chose d'ailleurs aussi que je voudrais dire aux ressources humaines. Il n'y a pas de mythe. La plupart des gens nous avons engagé à Mazen, et ça on ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas de projet solaire avant, n'avaient jamais travaillé sur des projets solaires. Et aujourd'hui, nous sommes tout simplement en train de réaliser la plus grande centrale solaire au monde. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de barrière. Évidemment, il faut faire les choses de manière pragmatique et à chaque fois être capable de dire pourquoi on fait les choses. C'est ce pragmatisme que nous voulons appliquer aussi sur le plan industriel et qui a été appliqué. Donc une fois que nous avons identifié le potentiel auquel peuvent participer les entreprises marocaines, une fois que nous avons expliqué à nos entreprises ce qu'il était, en quoi ça consistait de faire ces projets, il fallait créer des mécanismes qui permettent aux choses de se produire. Nous avons prévu dans nos appels d'offres à ceux qui allaient nous accompagner que 30% de l'investissement puisse être fait localement et en leur laissant la liberté de choisir où ce 30% pouvait se faire. Évidemment, on savait que on avait fait des études de ce potentiel avant, mais nous avons laissé une petite marge de manœuvre pour éventuellement que les développeurs puissent nous surprendre et dépasser même ce 30%. Et c'est ce qui est en train de se produire. Là, vous avez un camembert qui décrit les différentes composantes qui sont en train de se faire localement. Et c'est une source de satisfaction et qui démontre aussi qu'il y a un potentiel, puisque notre ambition par la suite, évidemment, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait ici. Et c'est ce que nous allons faire dès la deuxième et troisième phase, qui viennent d'être adjugées et dont la construction va démarrer dans quelques semaines. C'est ce qui est décrit ici. Donc nous sommes passés à la deuxième phase à lancer 2 projets en même temps. Déjà, le premier était le plus grand au monde. Là, on lance 2 autres projets en même temps qui font presque le double du premier. Avec tous les enjeux, avec les mêmes enjeux que le premier, mais multipliés par 2. Beaucoup de partenaires, beaucoup de négociations, et là, avec des résultats encore améliorés. Nous arrivons à des capacités supérieures, nous arrivons à faire des stockages, et là, en parlant tout à l'heure de stockage, je pense que vous avez mesuré l'importance de ce stockage, puisque l'électricité le soir n'a pas la même valeur que l'électricité dans la journée. Nous arrivons à des durées de stockage qui sont... On ne va pas s'arrêter avec 7 heures de stockage. Et avec des financements que nous avons pu aussi mobiliser dans les mêmes conditions que le premier. Cette fois-ci, nous avons mobilisé presque le double, 1,5 milliard d'euros. À l'époque, c'était presque 2 milliards de dollars. Donc c'est un projet qui, dont la construction va démarrer dans quelques semaines. Vous allez suivre cette actualité, évidemment, qui intéresse le monde entier, donc elle va, avec un calendrier qui est bien tenu et qui permet de suivre l'ensemble de ces objectifs. Alors, la vie ne va pas s'arrêter à Ouarzazate. La dynamique solaire va évidemment continuer de se déployer. Et en parallèle à ce qui est fait à Ouarzazate, beaucoup de travail est fait pour préparer les sites suivants. Vous avez Midelt et Tata qui vont arriver, et puis la Lyon et Bochdor,
pour lesquels, là aussi, vous allez suivre l'actualité des tout prochains jours. On va commencer à sortir autour de ces projets. Enfin, l'idée aujourd'hui, c'est de passer à une cadence supérieure afin de tenir nos objectifs de 2020. Et notre feuille de route aujourd'hui nous permet de dire avec une relative confiance que les objectifs de 2020 vont être tenus. Mais même 2020, la vie ne va pas s'arrêter en 2020, puisque l'objectif c'est de faire du solaire et de la valorisation de solaire un véritable secteur économique sur plusieurs axes. La production d'électricité, la dynamique industrielle, le développement local. On va passer à cibler des usages très précis. C'est ce qu'on va faire avec certaines technologies. Et on va passer dans une étape à venir à faire de l'énergie solaire un levier de coopération avec nos voisins, avec l'Europe, où il y a un potentiel de réaliser des projets d'électricité et d'exporter l'électricité à travers l'interconnexion que nous avons avec l'Europe, et avec certains pays africains qui ont des problèmes d'énergie extrêmement tendus, extrêmement pointus, et qui font que tant que ces problèmes d'énergie ne sont pas résolus, toute discussion ou tout débat sur le développement économique n'a aucun sens. Vous avez des pays dont la capacité totale est inférieure à ce que nous sommes en train de faire à Olzazet. Et que vous entendez parfois les gens parler du potentiel africain, du potentiel. Le potentiel existe, mais il y a des conditions, et parmi ces conditions, il y a l'énergie. Évidemment, ce n'est pas la seule condition. Et donc, tout ceci offre pour le Maroc des possibilités, des perspectives de valorisation d'une expérience, d'une expertise, d'un savoir-faire, à travers d'abord une coopération pour accompagner des pays amis, mais aussi une possibilité de développement de projets avec des retombées positives sur l'économie nationale. Donc les perspectives ne vont pas s'arrêter. J'espère avoir esquissé uniquement le fait que quand on parle d'énergie solaire, on parle de l'économie, de l'énergie, on parle de l'économie dans son ensemble. Les effets positifs, ils sont illimités. Il faut les identifier, travailler en groupe, collectivement, pour les concrétiser. J'espère que ceci a été perçu à travers mon intervention. Et je ne sais pas comment se fait l'exercice. D'habitude, j'imagine qu'il y a un échange. Donc je vais me soumettre à l'exercice de l'échange avec beaucoup de plaisir. J'ai déjà eu beaucoup de plaisir à me mettre devant vous. J'espère que ceci a été utile.